Vous faites bien de choisir SICA TV pour vous informer sur l'actualité économique sur le continent africain et dans le reste du monde. C'est parti tout de suite avec le sommaire. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo va être dissolue. Ainsi en ont décidé les actionnaires de cette troisième banque commerciale congolaise. Visite du Premier ministre tunisien en France. Youssef Chahed est allé vendre la destination Tunis aux investisseurs français. Enfin, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a semé la panique ce mercredi sur les marchés financiers mondiaux. Première destination aujourd'hui à cause de l'actualité, bien sûr, les États-Unis où le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, est élu pour succéder à Barack Obama. Cette victoire surprise a semé la panique et provoqué la chute des grandes places financières mondiales. La bourse de Francfort, par exemple, a ouvert en forte baisse. L'indice DAX a lâché presque 3% avant de se ressaisir quelque peu. Dans la même lancée à la bourse de Paris, le CAC 40 a ouvert en baisse de 2,83% après l'officialisation de l'élection de Donald Trump. En ce qui concerne l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo, il a chuté de 5,36% ce mercredi à la clôture. Il en est de même pour la bourse de Londres qui a plongé de près de 5%. Par contre, les marchés financiers russes sont passés en hausse en fin de matinée, à contre-courant donc de la tendance mondiale. Il en est de même pour l'or, qui est une valeur refuge. Le métal jaune s'est envolé de 5,4% dans les échanges asiatiques, en montant peu après 5 heures GMT à 1337,38 $ l'once contre 1268,30 $ quelques heures plus tôt. Il faut dire que c'est la deuxième fois en quelques mois que les marchés financiers se retrouvent ainsi pris de coup après un scrutin au lendemain du vote inattendu du Royaume-Uni en faveur d'une sortie de l'Union européenne. On s'en souvient, le DAX avait ouvert sur une chute de quasiment 10% avant de finir la séance en baisse de presque 7%. Les distributeurs de billets de banque sont débranchés et les banques fermées en Inde. Ceci au lendemain de l'annonce choc de démonétisation des plus grosses coupures en circulation. L'objectif, lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Le retrait annoncé des billets de 500 et 1000 roupies, plus importante valeur faciale en circulation, la nouvelle semble prendre les Indiens de coup. Aucune hostilité cependant dans l'ensemble, on s'y accommode dans l'espoir qu'elle pourra impacter le quotidien de chacun. C'est très bien que ça arrive. L'argent illégal, les gens qui cachent de l'argent ne peuvent pas y échapper. Modi a fait une excellente annonce. À l'ouverture des cours, les marchés indiens plongeaient de 6% sous l'effet conjoint de l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine et des répercussions de cette annonce. Au niveau des guichets et des points de vente, on se bouscule pour se débarrasser au plus tôt des billets. Après l'annonce que les billets de 500 et 1000 roupies n'allaient plus être valides, la plupart des automobilistes qui sont venus à la station-service voulaient changer leurs billets de 500 et 1000 roupies pour l'essence. Mais nous n'avons pas assez de monnaie à leur rendre. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas en mesure de faire face à des disputes. À un moment, nous allons être obligés de fermer la station-service. L'opération en cours lancée par le Premier ministre prendra fin vendredi. Les billets retirés seront remplacés par des coupures de 500 et 2000 roupies. Une opération visant à terme à assainir les finances publiques. Selon une estimation de l'organisation Global Financial basée à Washington, entre 2003 et 2012, quelques 439 milliards de dollars sont illégalement sortis de l'Inde. Sur le continent africain, les actionnaires de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo
ont opté mardi pour la dissolution de cette institution financière en difficulté, on le sait, et qui, depuis 5 mois, était placée sous administration de la Banque centrale du Congo. Ces actionnaires entendent désigner un liquidateur chargé de désintéresser tous les créanciers. L'objectif de ces décisions, c'est de préserver les droits des déposants, du personnel, des fournisseurs, mais également des actionnaires qui sont compromis par le surendettement de la BIAC. Et puis le Fonds monétaire international s'est déclaré mardi satisfait de l'ensemble des mesures récemment prises par le gouvernement mozambicain pour faire face à la crise économique, laquelle crise est provoquée par la chute des matières premières et aggravée par la révélation d'emprunts cachés rendant le pays insolvable. Le Fonds monétaire international a salué les mesures de restriction budgétaire et de contrôle monétaire engagées par le Mozambique pour contenir les effets de la chute des matières premières qui frappent une grande partie des pays africains. Selon le représentant du Fonds monétaire international au Mozambique, Harry Aysen, le gouvernement prend des mesures correctes qui vont dans la bonne direction. Le Mozambique, qui exporte du charbon et de l'aluminium, souffre aussi des retards pris dans l'exploitation de ces immenses réserves de gaz découvertes depuis 2010 dans le nord du pays. Ces réserves pourraient faire de ce pays d'Afrique australe l'un des premiers exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde dans les années 2020. Vendredi dernier, le procureur général de Maputo a annoncé avoir retenu le cabinet américain Kroll pour mener un audit international de 3 entreprises publiques ayant contracté plus de 2 milliards de dollars de dettes depuis 2013 en toute opacité, réclamées par les bailleurs de fonds. Lorsque l'existence de ces emprunts a été dévoilée dans la presse, générant un scandale international parmi les financiers, le Fonds monétaire international a suspendu en avril 2016 ses prêts au Mozambique. Une fois l'audit international et un plan de restructuration lancé, le FMI estime qu'il pourrait reprendre des discussions afin de rétablir ses prêts au Mozambique au cours du premier trimestre 2017. Fin octobre, dans un geste de transparence salué par les bailleurs de fonds, le ministre des Finances, Adriano Malain, a admis que le niveau de la dette mozambicaine était insoutenable alors que celle-ci devrait représenter 130% du produit intérieur brut mozambicain en 2016 contre 86% en 2015. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, entame ce mercredi une visite en France. Objectif, tenter d'obtenir davantage d'aide de Paris et aussi attirer des investisseurs. Cette visite a une double portée. Tout d'abord, réaffirmer les liens et les relations d'amitié et de fraternité entre la Tunisie et la France. Une vocation aussi économique. Elle arrive à la veille du sommet international d'investissement 2020 qui va avoir lieu en Tunisie le 29 et le 30 novembre prochain. La Tunisie aujourd'hui a besoin d'investissements directs étrangers et donc la conférence sera l'occasion pour redémarrer la machine de l'investissement pour créer de l'emploi qui est la finalité. Aujourd'hui en Tunisie, nous souffrons d'un chômage des 4 diplômés, un chômeur sur 3 est un cadre du niveau supérieur. 5 années après la Révolution, nous avons réussi la transition démocratique, la transition politique avec des élections libres au suffrage universel, une presse libre, une liberté de parole. Et aujourd'hui, nous abordons un challenge économique important pour consolider l'expérience démocratique tunisienne et ancrer définitivement la Tunisie dans le rang des pays démocratiques. Nous restons en Tunisie cette fois-ci pour parler tourisme et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous retrouvons tout de suite. Bienvenue Casimir dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors l'industrie touristique tunisienne a chuté en 2016 de 8,4%. C'est bien ça Inès, vous l'avez suivi tout à l'heure, le Premier ministre tunisien a fait donc une descente au niveau donc des pays partenaires, des pays hôtes tels que la France pour aller réaffirmer donc l'engagement de l'État tunisien à relancer donc le secteur après les 2 attaques survenues en 2015. Je veux parler donc
donc de l'attaque du musée de Bardo et bien évidemment de l'une des plages qui ont été attaquées en juin dernier. La plage de Sousse. Bien sûr. Donc voilà un peu l'industrie a pris un coup fatal qui aujourd'hui est estimé à environ 1,81 milliard de dinars de pertes pour les 9 premiers mois donc de 2016 comparé donc aux 9 premiers mois de 2015. Le pays a connu une chute de 8, comme vous l'annoncez, 8,4% et ce n'est pas du tout bien pour donc ce pays-là. Quelles sont les mesures, les dispositions que les autorités du pays justement sont en train de prendre pour renverser la tendance? Déjà, il faut dire qu'après les embellies de 2010, où le pays a quand même affiché de très belles performances, le pays a plongé un peu dans une crise politique qui déjà est résolue. Mais après cela, les terroristes ont commencé par frapper. Et donc aujourd'hui, le gouvernement égyptien, du moins tunisien, j'allais dire, est en train de prendre des mesures où il y a les plages, les différents sites qui ont été sécurisés davantage. Il y a environ 1000 policiers qui ont été déployés, par exemple, sur ces sites-là pour davantage sécuriser. Et désormais, il y a ce qu'on appelle les patrouilles aériennes aujourd'hui qui sont beaucoup plus fréquentes au niveau de ces sites-là. Il y a également des mesures sécuritaires des plus distraites qui aujourd'hui sont en train d'être prises pour quand même garantir un bon séjour à ces hôtes-là, notamment les Français, les Britanniques, les Allemands et aussi une partie des Italiens aujourd'hui ont cette hantise de fouler le sol tunisien. Alors est-ce que tout ceci, Kazmi Peydov, va contribuer à rassurer justement les touristes? En tout cas pas les Britanniques parce qu'ils ont été les plus meurtriers dans cette affaire-là. Eux, ils ont toujours cette hantise donc des plages et aussi des sites tunisiens. Alors le gouvernement devra batailler dur parce que la Grande-Bretagne représente environ 94% des destinations au niveau donc du pays. Donc forcément, vous comprenez que c'est un pays, c'est un ensemble de mesures qui doit normalement aller à l'offensive donc de ce pays pour davantage rassurer donc les Tunisiens et également ce pays-là pour que la destination soit davantage. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que il y a beaucoup de mesures dont par exemple l'allègement sur les taxes qui sont aujourd'hui opérées au niveau donc de la Tunisie pour permettre quand même à ces pays hôtes-là de mieux choisir la destination tunisienne. Et comment se présente 2017? 2017 se présente en tout cas pas très bien pour la Tunisie parce que ces mesures-là, ce n'est que des intentions diplomatiques. Écoutez, les invités, les hôtes donc de ces plages-là ne s'en remettent toujours pas. Et d'ailleurs, le royaume britannique aujourd'hui est en train de déconseiller donc les plages au niveau de l'Afrique de façon globale, mais de la Tunisie, parce que la veille donc, de la fin de ces attaques terroristes, ce n'est pas pour demain, et on continue toujours par avoir cette hantise de ces sieurs qui débarquent avec des explosifs pour bousiller toute une population, toute une économie. En tout cas, moi, je préfère rester optimiste, espérant que 2017